Bienvenue. Crainte et suspicion monstre suscitées par l'article 242 du Code électoral. Les acteurs politiques sous tension, les populations potentielles électeurs en sont plus qu'exacerbées. Jamais un test régissant un scrutin n'aura autant été sujet à controverse. Face à la tension persistante, la Commission électorale nationale autonome Sénat a entrepris le 12 février dernier le difficile exercice d'explication possible de la portée de l'article et des subtilités y afférentes. Une démarche suffisante pour mettre un terme à la polémique, pourrait-on conclure. Mais trop tôt, des voix se sont à nouveau élevées qui remettant en cause la Sénat dans son rôle qui appelant à la suppression pure et simple du dit article. Interprétation de l'article 242 du Code électoral au Bénin. La Sénat, co-victime éclairée ou complice. Le thème en débat pour ce numéro de votre émission 100% Bénin. Et déjà, à mes côtés, pour l'instant, analyse, il est Kofi Dia, juriste, il est analyste politique. Il est Kofi Dia. Bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un merci partagé et fructifié. En face de lui, Dieudonné Biao, il n'est plus à présenter l'homme à bord depuis peu la casquette de président du MCB, Mouvement Citoyen du Bénin, qui œuvre dans la veillée citoyenne depuis quelque temps. Dieudonné Biao, bonjour. Bonjour, monsieur Yétandier. Merci aussi de répondre à notre invitation. Non, c'est moi. Article 242 du Code électoral. La confusion semble régner toujours en maître, mesdames, messieurs, autour de cette disposition maîtresse tout de même en termes de répartition des sièges à pouvoir à l'issue du scrutin du 28 avril. Singulièrement préoccupés, les acteurs politiques de l'opposition. On les a vus à tour de rôle et au fil des jours, effectuer ce qu'on pourrait qualifier de périple, les ayant conduits aux portes des institutions impliquées à divers niveaux dans l'organisation du scrutin. La Sénat, à la dernière minute, a finalement convié, pas que les acteurs de l'opposition, mais toute la classe politique pour harmoniser les points de vue autour de l'essentiel à retenir. Le jour J, il est Kofi Dia, omis le parti FCBE, toute la classe politique et tout ce qu'on a comme formation politique était bien là, présent et religieusement ont suivi la Sénat dans le difficile exercice. Oui, les partis politiques représentés par les différents leaders ont senti le besoin d'aller à l'information pour accorder leur violon avec l'institution maîtresse des élections. Et l'idée fondamentale est de s'entendre sur les règles du jeu avant le jeu. C'est à croire que les règles du jeu sont biaisées. Sinon, pourquoi aller s'asseoir pour dialoguer autour d'une loi régissant les élections dans une république? On est censé connaître le contenu de ces lois, on est censé les maîtriser. Et c'est pourquoi la matière électorale étant une matière sensible, il faut des lois claires et précises. Donc, l'idée d'aller s'asseoir et de discuter autour de règles de jeu devant justifier une élection atteste déjà d'une suspicion ou de quelque chose, d'un flou qui existe forcément quelque chose. C'est pourquoi on a estimé opportun de s'asseoir pour discuter. Sinon, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Et de qui parlons-nous? De représentants de partis politiques, la plupart des anciens députés et d'autres qui sont censés le maîtriser. profil, on reviendra sur le profil, mais la démarche... Non, même... je n'aborde même pas le profil. Je n'aborde même pas la question du profil. Je voudrais simplement dire que les personnes qui veulent étudier ou qui veulent voir la conformité des règles ou le problème qui est posé, on ne peut pas le comprendre. Parce qu'ils sont supposés comprendre d'avance les règles du jeu. Ah oui, c'est effectivement un couac qui n'échappe à personne, mais c'est un fait. Beaucoup s'interrogent sur la lecture que la Sénat devra faire, puisqu'elle sera appelée à procéder à l'attribution des sièges. Ça va se passer comment? C'est toujours bon de s'entendre sur les principes avant de s'engager. C'était dans cette dynamique que tous sont restés. Et vous l'avez constaté aussi, Dieudonné Biao, presque tous ont répondu à l'appel. C'était pas évident, mais ça a été fait. Oui, je crois que aujourd'hui, nous autres, de notre côté, nous sommes heureux
de ce qui se passe là, de ce que la Sénat est en train d'organiser comme séance d'explication au sujet de l'article 242 du Code électoral. Et si vous vous rappelez bien, les gens, bien avant le vote de cette loi, avaient dit que l'article 242 va poser de problèmes au cours de l'application, dans l'application de la loi. Mais malheureusement, ils ont foncé tête baissée. La démarche de la Sénat aujourd'hui, la démarche est salutaire, mais moi, je trouve que c'est venu trop tard. C'est venu trop tard, d'autant plus que la loi est déjà votée. C'est venu trop tard, d'autant plus que le chef de l'État a déjà convoqué le corps électoral. Et si vous voyez bien, c'est parce que eux-mêmes, finalement, ils se sont rendus compte que oui, ceux qui criaient là, ceux qui dénonçaient l'article 242, ceux qui dénonçaient les dispositions qui disent qu'il faut 10% d'électorat avant de se voir attribuer un siège à l'Assemblée nationale, que ceux-là ont raison, c'est parce qu'ils savent que ceux-là ont raison aujourd'hui qu'ils sont en train d'organiser de telles séances. Je crois que la Cour constitutionnelle aussi a essayé de faire quelque chose genre. Mais ils étaient en difficulté. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de la matière. C'est-à-dire les sages de la Cour constitutionnelle. Ce qui veut dire que il y a un problème. La Sénat essaie d'expliquer, mais ce n'est pas ça la solution. Mais c'est quoi la solution? Mais vous avez évoqué tout à l'heure, Dieudonné Biaou, l'aspect selon lequel on aurait pu faire ces séances un peu plus tôt. La Sénat n'est-il pas, dans sa posture, n'a-t-elle pas adopté la posture de l'homme qui ne veut pas voir la maison prendre feu? Car en termes de prérogatives, il est confié à un juriste. Est-ce de ses prérogatives de procéder à un exercice comme celui-là? Non, je ne salue pas la rencontre, contrairement à mon vis-à-vis. Simplement pour la simple raison que la Sénat joue un rôle malsain. Ce n'est pas dans une république appelée comme étant un état de droit. Il ne revient pas à la Sénat d'expliquer ou de tenter d'interpréter une loi. Les confidents, ça les poursuivre. J'ai demandé si c'est prérogative, mais vous dites que la Sénat joue un rôle malsain. Quitte à même fait penser à une complicité et qu'on n'a pas vu venir très tôt. Parce qu'il faudrait laisser aux personnes compétentes la capacité ou le pouvoir d'expliquer stricto sensu, donc au sens strict du terme, ce que veut dire l'article 242, l'alinéa querellé, là c'est l'alinéa 2 de la loi 2018-31 du 9 octobre et 2018 portant code électoral. Et cet article voudrait que dorénavant, le partage ou le dispatching des sièges repose fondamentalement sur la réunion de 10% des suffrages exprimés au plan national. Mais que se passerait-il alors lorsque une seule liste, c'est une seule liste qui venait à avoir ces 10%? Dans le même alinéa, on parle d'éligibilité et on parle encore de compétition. Il y a un flou artistique et juridique qui ressort de cet article. Et vous dites que ce n'est pas de son rôle? Non, ce n'est pas du rôle du Sénat. Tout renvoie aux députés. Avant de voter une loi, on est supposé la comprendre. Avant de voter une loi, on est supposé la comprendre. Puisque, par la suite, il y a un aphorisme latin qui ne vous fera pas cadeau. Nemo sensetur ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous donnez un prénom à votre enfant et vous allez demander à votre voisin de venir vous donner la signification de ce prénom-là. Vous avez voté. Vous avez laissé l'exécutif promulguer et publier cette loi qui est déjà entrée en vigueur. Et vous venez vous asseoir, tel des godillots, je n'aime pas trop utiliser ce mot-là, ou des goguenards, pour qu'on vous donne maintenant l'explication ou l'applicabilité de cette loi que vous-même, vous avez votée de votre propre chef. C'est inédit. C'est inédit. C'est à croire que, c'est-à-dire, ils ont respecté et le vœu
du chef de l'État qui voudrait qu'il vote les yeux fermés. Et aujourd'hui, qu'on est au crépuscule des élections et qu'ils ont les yeux ouverts, ils se sont laissés prendre par leur propre piège. Et Dieu donne bien. Est-ce qu'il faut faire le procès des députés à cette heure-ci? Un document aussi volumineux, il y a eu de la bonne volonté dans ce qui se faisait. C'était pour avoir un code plus actuel. C'est vrai, vous l'avez souligné, il y avait des voix qui s'étaient déjà élevées pour dire attention et faites attention à ce que vous êtes en train de proposer là parce qu'il y a des pièges. Ils n'ont pas été écoutés, ceux-là qui ont donné de la voix. Mais pour autant, aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire le procès de ces députés? Je vous remercie beaucoup. D'abord, je voudrais repréciser les choses. Je ne suis pas en train d'applaudir la Sénat pour ce qui est organisé là. Mais je suis en train de dire que la démarche est salutaire. Mais ça devait venir trop tôt. Là, maintenant, c'est venu trop tard. Parce que la Sénat était associée à des ateliers qui étaient bien organisés avant le vote de la loi. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la Sénat est co-victime éclairée. Non. La Sénat est complice. Parce que si les membres de la Sénat avaient tiré sur la sonnette, au moins les députés allaient comprendre que là où ils sont en train d'aller là, qu'il y a danger. Parce que moi, dans le temps, je disais, mais si c'est qu'on veut que le député soit un élu national, et que le député ne soit pas seulement issu d'une région donnée, parce que nous voyons qu'il y a des listes qui sont seulement élus dans une seule circonscription. Il y a des députés à l'Assemblée nationale là comme ça, actuellement. Et c'est seulement dans une seule circonscription que les autres ils sont élus. Mais étant donné que quand vous êtes élu du peuple, vous êtes député, vous êtes pour toute la nation, il est de bon temps que l'on dise que oui, il faut que l'élu puisse parcourir tout le pays pour voir comment les choses se passent dans tout le pays. Et en son temps, on n'aura plus des députés qui diront oui, moi je suis de telle zone, moi je suis en train de défendre telle zone, en oubliant ce qui est dans la loi des finances. Le budget de l'État. Parce que c'est souvent là où le problème se pose ça. Chacun veut défendre sa zone. Maintenant, en ce qui concerne la loi que les députés ont votée, vous avez dit tout à l'heure que c'est un document volumineux. Et si c'est de leur faute, si je comprends bien, s'il vous plaît, un député, quel est le rôle des députés? C'est clair. Notre constitution dit que le député légifère. Le député contrôle l'action gouvernementale. Ce qui veut dire que qui n'est pas député qui veut, mais qui peut avoir la capacité de lire les lois qu'on lui présente. Et de disséquer la loi. Il ne devrait pas participer à cette séance. Mais si vous voyez le théâtre, le scénario qui est organisé là, mais c'est honteux pour notre pays. C'est d'abord ridicule. Et vous voyez, il y a des citoyens qui s'en moquent. Il y a des gens qui disent, mais c'est comment nous sommes tombés très bas. Parce que parmi ces députés, c'est ce qui est un peu marrant ça. Si vous avez vu les images, les députés que nous avons vus à la Sénat là, au cours de la séance de la Sénat, vous avez vu que c'est des députés qui ont été même ministres de cette République. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire que c'est des illettrés. Ça montre que c'est des gens qui ont voté cette loi aveuglement. Ils n'ont pas lu. Peut-être ils ont reçu les consignes de ce que voter la loi, ça dit tel que c'est venu, je ne veux pas d'amendement. Et vous avez vu les amendements que l'opposition avait eu à faire. Il y a le député Dianoté, il y a le député Guy Mitopé. Il y a ces députés-là qui ont fait des amendements qui ont dit, mais non, si c'est que vous voulez une telle chose que l'élu soit national, supprimez alors les circonscriptions, ça n'a pas de sens. Parce que le danger qu'il y a dedans, c'est quoi, monsieur Yetondi? Quand je prends la 16e circonscription, par exemple, qui est Cotonou, et qu'un parti arrive à avoir la majorité des suffrages, un parti arrive à rafler tous les 5 sièges dans cette circonscription, et que dans tout le pays, ce parti n'a pas pu réunir les 10%, est-ce qu'ils vont dire, dans le cas où il y aura déjà 4 partis qui ont déjà réuni les 10%,
qu'un tel parti n'aura pas de représentant à l'Assemblée, et les populations de cette circonscription qui ont vu que les candidats d'un tel parti étaient bien mieux pour les représenter. Si ces populations constatent que ce parti-là n'a pas de représentant à l'Assemblée, comment est-ce que cette situation, ça dit, va être vue aux yeux de la population? C'est un article qui va créer de problèmes. Et ce qui est fait là, c'est pas ça. Je disais tout à l'heure que c'est pas ça la solution. Il faut que l'on reporte les élections, qui est pour le 28 avril prochain. Non. Et appeler les députés une nouvelle fois pour la rélecture de cette loi. Le code électoral là. Parce qu'on n'a pas compris. On ne peut pas voter un code électoral à 6 mois des élections. On ne peut pas faire ça. Mais maintenant que c'est fait, il faut qu'on passe à la rélecture de la loi avant d'aller aux élections, sinon il y a danger. Il est confident. L'article en question est si confligent. Lorsque vous chassez le naturel, vous revenez au galop. La morale de cette anecdote est que si vous êtes médiocre, ou si vous faites montre d'un électrisme, ou si vous êtes député ou pseudo-député, le temps nous le dira. Voilà, le moment, l'heure a sonné. J'invite tout le peuple béninois à apprécier cette situation comme étant une erreur monumentale que nous tous, y compris moi-même, avons commis. Parce que le profil d'un bon député ne devrait pas nous amener à une situation aussi catastrophique comme celle-ci. De quoi parlons-nous? Nous parlons d'une disposition qui exige 10% du suffrage, comme il a dit. Et sa démonstration est allée un peu plus loin en disant, lorsque dans une circonscription, un parti en vient à tout rafler, parce qu'il n'aurait pas 10% au plan national, quand bien même ces députés, les députés retenus dans ce raflage-là sont élus, ce n'est pas sûr qu'ils soient retenus pour siéger à l'Assemblée nationale. Il en va de même. Nous risquons d'assister à la présence d'un certain nombre de députés, mais qui ont perdu l'élection. Mais parce que leur liste aurait eu les 10%, ils ont échoué à l'élection, mais ils seront présents à l'Assemblée nationale. C'est extrêmement grave. Cela fausse complètement le principe de la représentativité à laquelle nous sommes habitués, auquel nous sommes habitués. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que, entre-temps, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Les députés, ils n'ont pas lu le texte. Les députés n'ont pas pris la peine de chercher à comprendre le texte. Ce n'est pas une question de grand diplôme. On a le texte à sa disposition et on a la possibilité même de se faire assister par des juristes et par des moindres pour mieux comprendre avant de venir à l'Assemblée se prononcer. On sent là une volonté de plaire. Et voilà les résultats. Mais lorsque soi-même, on va demander à une institution qui n'est pas qualifiée d'interpréter, je dis non. Si la Sénat continue ce jeu-là, on ne peut que lui coller le titre de complice. En tout cas, oui, ils sont nombreux à monter au créneau au lendemain de cette sortie pour apporter leur grain de sel au débat qui se mène. Au nombre de ceux-là, il y a l'ancien doyen de la FADEPS, le constitutionnaliste Joël Aïvo, Dieudonné Biaou. L'Assemblée a embouché la même trompette que vous. Il dit exactement ceci, je le cite, l'article 242 du Code électoral défie toutes les lois de la démocratie. Avec cet article, peut-on conclure que le Bénin est en train d'ouvrir une voie autre que celle démocratique? Oui, justement. Parce que la démocratie d'abord, ce que la démocratie a de plus cher, c'est le consensus. Ce n'est pas quand les gens disent, oui, nous avons la majorité et qu'il faut imposer la dictature de la majorité. Sur ce plateau, j'avais dit que la démocratie, c'est aussi la protection de la minorité. C'est aussi l'écoute des autres. C'est écouter les autres, voir ce qu'ils disent. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire, est-ce qu'il y a de la vérité? Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire est concret? C'est aussi ça. Mais aujourd'hui, si vous voyez la loi sur le code électoral, c'est une loi qui a défié tous les principes démocratiques. Tous les principes démocratiques, je dis. Parce que, non,
Des amendements qui ont été faits par des députés. Des amendements qui étaient vraiment bien faits. Mais ils ont balayé ça du revers de main. Il y avait le président de l'Assemblée nationale qui demandait seulement, oui, qui sont ceux qui sont d'accord, qui sont ceux qui sont contre. Des gens levaient la main seulement pour dire nous sommes contre. Je me posais la question de savoir, est-ce que ceux-là savent ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que ceux-là savent ce qu'ils sont en train de faire? En tout cas, c'est fait. On est là à l'heure du bilan partiel. Et il est Kofi-Dia, le constitutionnaliste, a tiré cette conclusion-là. Si c'est vrai qu'il y a ces d'épines, mais est-ce autant vrai que là, le Bénin est en train d'ouvrir une porte autre que celle démocratique? Je le rappelle, pour ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre, Joël Laïvor, puisque c'est de lui qu'il est question, s'est finalement prononcé sur cet article. L'homme dit, je le cite une fois encore, pour vous qui venez de nous rejoindre, l'article 242 du Code électoral, dit-il, défie toutes les lois de la démocratie. Toutes les lois. L'homme ne fait pas d'exclusion. Dans une démocratie, le peuple est au cœur de la gouvernance. C'est pourquoi, lorsque vous tentez de diviser le vocable démocratie en deux mots grecs, on a d'un côté le démos et de l'autre le kratos. Le gouvernement du peuple, pour le peuple et pas le peuple. Ça veut dire que le démos et le kratos doivent dormir dans le même lit que l'amour et la jalousie. Mais lorsque vous votez des lois qui n'acceptent pas ou qui ne reçoivent pas l'approbation du peuple, il va de ce que ces lois-là sont qualifiées de lois liberticides. Il va de ce que ces lois peuvent créer des problèmes. Je vous ai dit, la matière électorale, elle est très sensible. Et il va de ce que pour pacifier les choses, ou pour passer, ou pour se développer, ou pour bien faire les choses, parce que gouverner, ce n'est pas ce que l'on dit. On ne peut pas tout prévoir, ça il faut le reconnaître, mais gouverner c'est protéger. Mais qui veut-on protéger? On veut protéger le peuple qu'on a choisi de servir. Et comment pouvez-vous voter des lois qui sont contre le peuple, tout en prétestant de ce que, ou tout en prétestant ou en prétendant de ce que vous êtes en train de les servir? En cela, le problème fondamental qui se pose au cœur de notre démocratie au Bénin, c'est le problème de la qualité du député. Qui peut devenir député désormais? Qui doit-on choisir pour devenir député? Quel est le profil du député? Ne va-t-on pas cesser d'aller à l'applaudimètre en allant prendre n'importe qui, n'importe comment, ou celui qui dispose et de laisser son ante trébuchante pour dire « je peux vous représenter ». On a vu des gens ici devenir d'abord députés avant d'engager des maîtres d'études pour leur apprendre à parler français. Dans ce pays que les gens de loin ont qualifié de quartier latin, on a vu des gens devenir députés avant de réussir, avant de pouvoir obtenir leur bac avec de l'argent et obtenir les diplômes avec de l'argent et se prétendre être agrégés. Les preuves de ce que vous dites là? Les preuves, c'est qu'aujourd'hui, s'ils n'étaient pas intelligents, ils n'ont pas eu le bac lorsqu'ils n'étaient pas députés, mais il a fallu simplement qu'ils portent ce manteau de député pour accéder à l'examen, pour réussir. Ils sont devenus spontanément intelligents et ils ont eu le bac. Ils sont inscrits dans des universités de Parakou et puis consorts, et ils viennent sur les plateaux de télévision lire ce qu'on leur a préparé, ou même en conférence de presse, vous constatez que le député par procuration, il lit ce qu'on dit et quand il veut tomber en panne, il y a son assistant qui lui dit, le souffle le mot, qui dit, pour une république comme le Bénin, ce n'est pas bien. Résultat, d'aucuns ont cessé même de les appeler honorables, parce que l'honorabilité, la notoriété, la respectabilité, c'est dû au bagage, à votre posture et à l'humilité que vous dégagez en défendant un peuple comme un diable dans le bénitier. C'est l'intérêt du peuple que vous sauvegardez. Des députés qui n'ont pas compris ce qu'il dit, le contrôle de l'action du gouvernement. Quand on est de la majorité présidentielle ou parlementaire, on estime qu'on ne doit plus contrôler son patron. Une erreur. C'est une erreur monumentale. Pas pourquoi ils ne contrôlent pas? Simplement parce que le casier moral est aussi épais que le code pénal. Ils ont des casseroles, ils prennent des casseroles et ils sont dans l'impossibilité de dire la vérité au chef, de le regarder droit dans les yeux et de dire ce que vous faites n'est pas bien. Moi, je n'ai pas assez de morale, mais j'estime que leur casier moral est tellement épais que le code pénal qui a dit ils ont les mains liées. Et même si on ne leur avait pas demandé de foutre les yeux fermés, par complaisance, ils ne peuvent le faire que pour ne pas être parmi ceux qui doivent être présentés devant les juridictions. L'aventure n'augure rien de bien
heureux pour la République. Et pour ça, il va falloir changer de paradigme. Votre vis-à-vis, les Kofidia, je reste un peu avec vous, préconise carrément que pour ça, il faut une relecture et donc revoir la date retenue. Qu'avec cette date, on risque de se retrouver tout droit dans le mur. Est-ce la formule qu'il faut désormais envisager? Non, on ne peut plus reculer. Parce que nous sommes dans un état de droit entre griffes et il y a une cour constitutionnelle qui est chargée de la constitutionnalité des lois et qui avait déjà estimé que le code pénal est en conformité avec le code électoral. Le code électoral, autant pour moi, est conforme à la Constitution. Et si le code électoral est conforme à la Constitution, je ne vois pas en quoi une disposition... Il me semble que si vous avancez cet argument, les gens vont vous rétorquer que la même Cour, récemment, sur la loi relative à la criette, c'est bien cela, oui, a malheureusement constaté qu'il y a un point là-dedans qui n'est pas conforme à la Constitution. Alors, cela signifie que tout est faisable dans la République. Et cette Cour dit le droit au gré et au regard de ses humains. Donc, si c'est cela, l'espoir est permis autour d'un article qui semble diviser profondément. J'espère beaucoup. Oui, là-dessus, c'est vrai, la préoccupation et la crainte de bon nombre de Béninois, c'était cela, savoir qu'on a déclaré déjà conforme à la Constitution une disposition comme celle-là, même si elle est décriée. Alors on se dit, mais on fait quoi finalement avec cette Cour? Mais on se rappelle, comme je l'ai souligné tout à l'heure, avec cette même Cour, on a constaté autour d'un test de loi très décrié, la même Cour a cité une disposition et a souligné que cette disposition-là, elle n'est plus conforme à la Constitution. Est-ce que les Béninois n'ont pas alors une porte de sortie heureuse par rapport à ce qui fait débat aujourd'hui? Vous voyez, ce qui se passe, c'est dommage pour notre pays. Parce que... Non, retenez un peu vous. Là, non, s'il vous plaît. Pas distraire nos téléspectateurs. Non, c'est dommage pour notre pays. Parce que pour envoyer des gens à la Cour constitutionnelle, il faut voir la qualité des hommes. Ce n'est pas que dans ce pays, nous n'avons pas des constitutionnalistes de haut rang. Ce n'est pas que... Non, oui, mais s'il vous plaît, oui. Vous avez parlé d'une loi, la loi sur la criette. Oui. N'oubliez pas que la criette a condamné des citoyens de ce pays à 20 ans d'emprisonnement ferme. N'oubliez pas que cette institution a organisé un procès tout récemment que les populations n'ont pas du tout applaudi. Je veux parler du procès CC Services. Mais quand ça se passe comme ça et que la Cour constitutionnelle, c'est pas pour rien qu'on les appelle sages. Non, ce n'est pas écrit dans notre constitution qu'on va les appeler sages. Mais c'est parce que les gens se disent que ceux-là ont un grand rôle à jouer. C'est eux, s'il faut les appeler autrement, c'est eux les régulateurs de notre démocratie. C'est eux qui régulent la démocratie. Et donc ça c'est vrai. Maintenant, si cette Cour arrive à dire oui, telle loi est constitutionnelle, et quelques temps après, on saisit la même Cour, composée des mêmes acteurs, qui disent que il y a telle disposition dans la loi qui n'est pas constitutionnelle, ça pose problème. Ceci pour dire, la loi sur le code électoral, là, c'est une loi anticonstitutionnelle, antidémocratique. Non, vous n'êtes pas s'il vous plaît, je vous ai dit tout à l'heure que si notre pays est encore debout, après la conférence nationale, là, ce que nous avons de plus cher, et ça fait que notre pays est toujours debout, et parfois les gens ont l'impression que le navire va tanguer, mais pourtant, notre pays résiste toujours. Mais c'est le consensus national. Mais c'est violé. Regardez tous ceux-là qui ont parlé, ou bien qui avaient parlé dans le temps, qui ont dit non, attention, là où nous allons, il y a danger. La Cour ne pouvait jamais déclarer cette loi constitutionnelle, ou bien conforme à la Constitution. Donc c'est pour vous dire que la Cour a joué un mauvais rôle. La Cour a fait quelque chose de très grave, mais la Cour peut se racheter. La Cour a tout le temps
en matière de jurisprudence ou bien? Oui, c'est le thème. Oui. La Cour peut se racheter. La Cour n'a qu'à ramener la balle à terre. Je ne suis pas dans la même logique que mon vis-à-vis. Pour moi, aujourd'hui, on peut sauver les meubles. On peut sauver les meubles. La Cour n'a qu'à appeler à une rélecture de la loi. Ok, en tout cas, ça fait partie des doléances. Cette émission, c'est aussi pour ça. Chacun propose, quitte à ceux qui sont appelés à prendre les décisions, de prendre les décisions qui paraissent pertinentes, mais surtout salutaires pour la République. Car c'est de cela qu'il est question. Oui, il est Kofidia. Il est question de se demander, mais la poire, pour la couper en deux et pouvoir avancer, on fait comment finalement? Non, mon vis-à-vis voudrait que la Cour fasse œuvre prétorienne, soit en créant le droit, ou soit en corrigeant le droit, ou soit en abrogeant ou en supprimant carrément la règle du droit. Et en son temps, on avait déjà estimé que comme le code électoral est contraire à la Constitution, il fallait carrément le déposer à la poubelle. Et les gens ne nous ont pas écoutés. Maintenant, la question qui se pose est de savoir, mais quel est le problème posé par l'ancien code électoral que l'on veut corriger? Quel est le problème? Les députés qui avaient été élus, la 7e législature, a dit que c'est sur la base d'un code électoral qu'on les avait élus. Quel est le problème que ça a posé? Pour qu'aujourd'hui, on juge de la nécessité ou de l'opportunité de nous pondre un nouveau code électoral, si ce n'est pas que derrière ce nouveau code, il y a des non-dits où il y a forcément une stratégie que l'on veut faire gober à tout le peuple. Parce que le nouveau code ne doit pas être querellé. Le nouveau code doit venir régler les problèmes que l'on a constatés de l'ancien code électoral. On y est. Malheureusement, on y est. Donc, la seule personne habilitée à pouvoir interpréter l'article 242 sans erreur a priori aucune, c'est la Cour constitutionnelle. Et si on y prend garde, là, l'article 242 est en train de laisser la possibilité à la Cour constitutionnelle de répartir ou de donner, d'accorder certains sièges à ce qui n'est pas de son attribut, puisque c'est le contentieux électoral qui est de ça. Et vous voulez que l'intérêt, vous voulez que la Cour, non, quelle disposition? Vous voulez, attendez, vous voulez que l'intérêt que la Cour a d'être le tout dernier recours dans le dispatching des sièges là, qu'elle balaye ça d'un revers de main et qu'elle fasse un rétro-pédalage juridique en disant non, cette disposition n'est pas bien et je vous la concède, il va falloir alors qu'on laisse de côté et qu'on aille avec l'ancienne disposition sous cette République. Je vous dis non. Alors, le problème, puisqu'il est là, on ferme les yeux, on fonce droit dans le mur et ensuite on tire ensemble les conclusions. Le problème est là. On définit les modalités d'application et sur consensus, on s'entend et on fait avec en attendant que la prochaine majorité puisse renvoyer à la poubelle. Pour faire ça, à qui revient ce rôle? La définition des modalités d'application, cela revient à la Cour constitutionnelle naturellement, puisque l'article querellé porte sur le code électoral. Cette loi ne protège même pas les acteurs ou bien les membres de la Cour constitutionnelle. Expliquez-vous. Non, comment vous pouvez dire ça? Non, ça ne les protège pas. Ils sont députés. Allez-y. Parce que cette loi expose les membres de la Cour au tripatouillage des résultats des élections. Des résultats qui seront issus des élections. Je ne suis pas d'accord, ça ne les expose pas, bien au contraire. Non, s'il vous plaît. Le dispatching final doit leur revenir. Donc, c'est à eux de pallier ou d'obvier au manquement constaté, lequel manquement pourrait susciter un contentieux électoral. Et c'est pourquoi je dis que la Cour a intérêt à ce que la loi reste en l'état. Donc, ne le faites pas. Permettez-moi de vous dire ceci. En matière électorale, vous avez dit tout à l'heure que le degré de sensibilité est élevé. Les élections, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préparer, organiser, prévenir le danger. On n'attend pas le danger pour commencer par
ça dit tourner la tête pour dire quelle solution nous allons apporter à cela. Parce que quand la Cour dit que je n'ai pas de la matière pour apprécier l'article 242, ce n'est pas quand il y aura de problème que la Cour aura de la matière. Quand je disais tout à l'heure que ça expose, c'est-à-dire la loi sur le code électoral, ça expose les membres de la Cour au tripatouillage, parce que la loi est votée à dessein. Nous avons dit la loi anticonstitutionnelle, antidémocratique, mais pourtant c'est voté. Ce qui veut dire que les gens sont dans une logique. La logique de frauder. Or, notre peuple là n'est plus prêt à pardonner ces genres de choses. Moi, je vous dis la vérité. Parce que je suis avec les populations chaque week-end et j'entends les populations parler. Ce qui veut dire que quand nous allons rentrer dans la logique de ce que la Cour n'a qu'à définir les modalités d'application d'une telle disposition, non, ça va créer de problèmes. Les gens ne vont pas accepter. Parce que même si la Cour avait raison, les gens vont toujours dire que non, la Cour n'a pas raison. Et pour prévenir ça, là, il faut que dès maintenant, la Cour remette la balle à terre. Il faut que la Cour appelle les acteurs politiques, les députés, les exécutifs, pour qu'ensemble, ils puissent avoir un dialogue sain et franc. Et à partir de ce dialogue, la rélecture de la loi sera chose effective. Et comme ça, nous allons faire les élections dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité. Mais dans le cas contraire, je vous assure, toutes les populations ne sont plus prêtes à laisser ces genres de choses-là passer. Et pour la crédibilité des membres de la Cour constitutionnelle, pour la crédibilité du professeur Joseph Diogbenou, avec ce que nous constatons, la tension des populations est haute déjà là, il lui revient incessamment d'appeler les acteurs impliqués dans le processus électoral pour dire attention, revoyons la copie, parce que même la loi même, la disposition même en elle-même là, c'est vide de sens, ça n'a pas de sens. Parce que tout le monde sait qu'un élu est national. Tout le monde sait qu'un député, quand il est élu, il est national. Oui, et quand on vient dire qu'il faut faire un petit apport. S'il faut relire le texte ou la disposition qui relie et la modifier, et pour qu'elle puisse recevoir l'approbation de tous les acteurs, il faut retourner à l'Assemblée nationale. Parce que c'est justement ça, je dis. À l'Assemblée nationale pour obtenir ce résultat-là. Bon, maintenant, on peut contourner le droit, on peut bousculer le droit, on peut créer le droit, on peut faire œuvre prétorienne. Lorsqu'il y a un non-dit, ou lorsque la disposition elle est muette, ou lorsque la disposition elle est floue, lorsque la loi n'est pas claire, ou lorsqu'elle semble être claire, sombre, le législateur a toujours une possibilité de l'interpréter dans le sens où l'approbation de tous les uns et des autres puisse être retenue. Et ça se fait toujours. Et l'interprétation stricte ou l'interprétation lato sensu, donc au sens large de la loi, se revient à l'autorité. Donc, pour qu'on n'aille pas à la Cour, pour qu'on n'aille pas devant la Cour suprême, il vaut mieux alors, de façon extraordinaire, exiger une relecture de cette disposition à l'Assemblée nationale et que les mêmes députés qui aujourd'hui se trouvent être en difficulté par rapport, constatent leur erreur, puissent se faire rattraper et corriger le tir. Par rapport à la tension vive sur le terrain, alors l'analyste et juriste préconiserait-il, comme certaines voient, un report du scrutin? L'idéal, ça c'est de l'idéalisme. L'idéal serait que l'on reporte le scrutin, le temps de corriger ce qui pourrait fâcher. Mais compte tenu des contingences, on nous dira qu'il y a des facteurs comment on appelle, des facteurs républicains où on nous trouvera des arguments pour justifier le fait que le report ferait plus de mal que de bien. Et en cela, ils sont maîtres dans le domaine. Hein. Oui, là, vous mettez un peu dans leur peau. Mais pour l'analyste, qu'est-ce qui sera plus opportun pour la République dans le contexte actuel? Pour l'analyste, un report, un léger report et une correction de cette disposition viendrait résoudre un certain nombre de problèmes, car je l'ai dit d'entrée d'émission, la matière électorale est sensible
Et au nom de cette sensibilité, il fallait pondre un texte clair et précis. Oui, c'est la formule désormais qu'il va falloir adopter au regard du temps qui court. Nous n'avons pas le choix. La Cour elle-même, elle a donné l'impression que les populations ne doivent plus croire en elle. Déjà, si nous prenons la loi sur la criette. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à faire là, pour la paix, pour la sérénité dans notre pays, il faut que les acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral se voient, dialoguent entre eux pour que cette loi soit réélue. C'est la seule solution, c'est la seule alternative, parce que ça va créer des problèmes. Puisque si des acteurs même ont donné l'impression dans le passé qu'on ne peut pas croire en eux, s'ils interprètent la loi d'une manière, d'une autre, les gens ne vont jamais croire en eux. Les gens vont toujours dire qu'il y a problème. Et par conséquent, il faut que nous allions à un report. À un report des élections. Oui, il faut le report des élections. Il nous reste 2 minutes. Je m'en voudrais de ne pas vous poser une petite question avant de vous laisser partir. La rencontre très attendue entre le ministre de l'Intérieur et les acteurs politiques que vous avez suivis religieusement. Qu'est-ce qui vous aura marqué au cours de cette rencontre? Le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est censé retenir ou dire aux partis politiques et les conditions de leur conformité et les conditions de leur maintien pour aller à la bataille électorale. Mais il se fait que ce ministre de l'Intérieur lui-même est détenteur d'un parti politique et anime la vie politique. Donc il porte une double casquette et c'est forcément pour apaiser les acteurs politiques et leur dire je ne ferai pas, on étudiera vos dossiers peut-être de façon avec une certaine quiétude, avec une certaine impartialité. Il n'y aura pas une idée qui consisterait d'évincer les uns et les autres. Mais je trouve que toute cette rencontre-là que l'on tente de faire aujourd'hui pour apaiser les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, c'est simplement parce que en leur âme et conscience, ils savent que quelque part, ils n'ont pas bien fait les choses. Cette rencontre, qu'est-ce que vous en avez de gardé de formidable pour les prochaines joutes électorales? Ce que je voudrais dire, c'est que quand les gens sont à un poste de responsabilité, il faut qu'ils aient à l'esprit, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont là pour servir la patrie, servir la République. Et s'ils servent la patrie en bien, les gens vont retenir leur nom en bien. Mais s'ils servent la patrie en mal, s'ils servent un individu, s'ils sont là seulement juste pour servir quelqu'un et non la patrie, s'ils n'ont pas en tête, demain, les gens vont retenir leur nom en mal. Ça, c'est ce que je veux dire d'abord. Pour dire ce qui se passe au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est toujours le théâtre qui s'organise presque aujourd'hui dans tous les secteurs de gouvernance de notre pays. Comment un ministre de l'Intérieur, il est d'abord membre d'un parti politique. Hein? C'est ça. Monsieur Hilaire Kofi Diadi, détenteur d'un parti politique, membre du bureau d'un parti. Et quand ils vont jusqu'à rejeter les dossiers du parti du ministre, ça montre clairement qu'il y a un jeu flou qui s'organise. Mais attention à eux, parce que la loi est claire. La loi dit si les gens ont les dossiers et que les dossiers sont prêts, les dossiers sont au point, il faut leur donner le récépissé. Il ne faudrait pas qu'ils organisent un jeu pour éliminer les vrais opposants. Parce que ces 10 compétiteurs, ils n'ont qu'à laisser la compétition passer. Pour créer des opposantes griffes, pour dire que oui, malgré que les autres n'étaient pas au point, il y a des partis d'opposition qui sont au point. Ben, c'est ça le jeu que nous sommes en train de constater. Le temps est presque terminé. On aura le temps de revenir sur ces questions. Ne vous en faites pas. Il est confident si vous devez conclure cette émission qui
compte pour les organisations, tout ce qui entre en ligne de l'organisation pratique du scrutin du 28 avril. Quel reste votre mot? Non, permettez-moi de... Le temps est terminé. 15 secondes, c'est pour conclure. Juste pour dire qu'à l'avenir, il faudrait vraiment que l'on choisisse des députés de qualité. Merci, merci à vous. Merci, oui. Dieudonné Biaou, 15 secondes. La qualité des députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale pose problème. Il faut que le peuple désormais savent faire la part des choses. Merci à vous, Dieudonné Biaou. Merci également à vous, il est Kofi Dia, chers téléspectateurs. Pour le plateau du jour, on s'en arrête là. Interprétation article 242 du Code électoral. Que faudra-t-il faire face à ce qu'on doit appeler désormais un lever de bouclier pour que clarification soit faite autour de la problématique? Un plateau parmi tant d'autres, d'autres suivront sans nul doute. 100% BD pour le numéro du jour. On s'en arrête ici. Et maintenant, cette citation d'Albert Einstein pour vous fausser compagnie. La vie, dit-il, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et ce, en dépit des obstacles. Merci, merci à vous de tenir bon en dépit de ce qui vous arrive. Demain, il fera bon, assurément. Croyez-y surtout. Au revoir.